Avec moi aujourd'hui sur ce plateau, Morgan Artaud, éducateur sportif. Bonjour Morgan. Bonjour Malik, un grand plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Et puis Yacine Ferguson, lui aussi un grand coach de football. Bonjour Yacine. Bonjour à tous. Comment ça va? Pas grand coach, pas encore en tout cas. J'ai pas fait mes preuves. Ça va venir, ça va venir. C'est cool, c'est le retour. C'est prémonitoire, on va dire. On va essayer. Et puis cette émission est réalisée par le Master Mix, Francis Ponzola. Alors, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, depuis 2006, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ont toujours été au moins en quart de finale de Ligue des Champions. Cette année, ils n'y seront pas. Pour la première fois depuis 2006, est-ce que c'est le début de la fin pour ces deux phénomènes du football qui, je le rappelle, totalisent à eux deux 11 ballons d'or? Qu'est-ce que vous en pensez, Yacine? Alors moi déjà, il faut le dire, hein, moi ça me rend triste. Parce que je sais que ce type de signe, c'est la fin d'une époque, la fin d'une ère où on a quand même eu la chance de voir deux des plus grands joueurs de l'histoire du football. Oui. Et je pense que leur destin il est lié aussi au destin de leur club. C'est-à-dire qu'on a actuellement un Barça sur le déclin, et on a aussi une Juventus qui est vieillissante, sans faire de jeu de mots avec la vieille dame. Mais ce sont deux équipes qui sont actuellement voilà, dans des fins de cycle et qui ont besoin de se renouveler. Et le joueur phare de l'équipe est dans la même situation. Et je pense que ça leur ferait du bien pour qu'on puisse nous les revoir au plus haut niveau, de changer de club au mercato. Mais bon, on va pas se projeter pour l'instant sur d'éventuels transferts. Morgan, est-ce que pour vous c'est le début de la fin? Je le pense, je reçois totalement Yacine sur ce qu'il vient de dire. Aujourd'hui, pour parler rien que du Barça, on voit que le Barça est en très grosse crise, que ce soit financière, sportive et j'en passe. Ils n'ont pas trouvé forcément d'identité de jeu cette année, en changeant forcément des systèmes, en mettant des joueurs qui ne sont pas forcément à leur poste. Voilà, aujourd'hui, moi ce qui me dérange juste, même avec la Juve, voilà, c'est des petits effectifs, il n'y a pas de stars, de joueurs qui en sortent, des Dybala, c'est terminé. On voit vraiment que c'est un collectif qui ne va plus du tout, il y a un gros souci. Et aujourd'hui, on a peut-être trop de ces deux joueurs, en disant, j'entends tous les journalistes qui disent oui, Ronaldo il doit porter à Porto, mais Ronaldo il n'est pas gardien, il n'est pas défenseur, il peut pas tout faire aussi. Faut pas oublier, il a 36 ans aussi, il commence à prendre de l'âge, malgré tout, il finit sur un triplé le week-end dernier, donc c'est encore un joueur topissime, malgré son âge. Mais aujourd'hui, oui, c'est par rapport aussi à leur club, il y a un très gros souci, et je pense que peut-être les faire changer, aller dans un autre club pour pouvoir leur permettre de changer de championnat et d'apporter quelque chose pour prouver justement qu'ils ont toujours le niveau. Mais aujourd'hui, qui peut se payer ces deux joueurs? Rien qu'au niveau salarial avec la crise sanitaire. Vous anticipez sur la question, mais on va y revenir. Yacine, est-ce que vous pensez que Andrea Pirlo du côté de la Juventus et puis Ronald Koeman au niveau du Barça, est-ce que ce sont des erreurs de casting? Est-ce que c'était les hommes qu'il fallait? Erreur de casting, ce serait un petit peu dénigrer le travail qui a été fait. On balance Pirlo dans l'arène pour sa première expérience professionnelle au plus haut niveau. Au départ, on lui a proposé les U23. Donc, il était parti sur un projet jeune où il allait former certains jeunes. Une semaine après, exactement. On l'appelle chez les grands. Tout à fait. C'est vraiment pas évident à gérer. C'est pas donné à n'importe qui d'être un Zidane ou un Guardiola et de réussir tout de suite sur sa première saison. Ça demande une réadaptation, ça demande certains principes de jeu. Et sans oublier le fait que ça a été un grand joueur et qu'on ne peut pas lui retirer ça. Mais à imposer ses idées à un groupe de joueurs, c'est complètement différent et c'est pas donné à n'importe qui. Donc pour Pirlo, le cas il est différent. Koeman, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience au haut niveau et arriver dans un Barça comme ça, complètement détruit et complètement ravagé, ça demande beaucoup d'efforts de reconstruction, ça demande un certain discours aussi auprès des joueurs et c'est pas donné aussi à tout le monde. Il est quand même très apprécié du côté de Barcelone, la Catalogne, par rapport à son parcours footballistique quand il était joueur. Et je pense qu'il a encore quelques semaines, quelques mois à proposer pour voir, parce que la saison du Barça n'est pas encore terminée. Je pense qu'on verra selon le résultat du championnat, et s'ils arrivent à gagner la Liga, je pense qu'il gagnera un peu plus de crédit auprès des supporters, auprès de la direction. Morgan, en arrivant, Koeman, il prend une grande décision, c'est de faire partir Suarez, par exemple. Est-ce que pour vous, c'était pas une erreur quand on connaît les relations hors football de Messi et de Suarez? Ils l'ont prouvé, hein. La conférence de presse de départ de Suarez, ils étaient tous là.
hein, tous les joueurs, les cadres, les Piqué, les Busquets, les Messi, donc ça prouve le tout. Il y a eu des larmes. Mais Messi s'est aussi exprimé sur la chose en disant que c'était un manque de respect du club. Suarez est en train de le prouver. Aujourd'hui, Atletico est première, si je me trompe pas. Le Barça, bon, ça revient bien, mais on ne sait pas. Est-ce que là, ils ont fait une petite erreur de parcours, l'Atletico, il va falloir voir. Ils ont peut-être une coupe d'Espagne, je crois, où ils peuvent se sauver, voilà. Aujourd'hui, ici, Suarez, c'est la plus grosse. Pour moi, c'est une des grosses erreurs. Parce que je suis désolé, Braithwaite, c'est gentil, mais il faut pas oublier qu'il y a encore quelques temps, il se sauvait à peine avec Toulouse sur un match mémorable à Angers où vous avez un Bodiger qui vous met un coup franc, qui part en Espagne et depuis il n'a plus de club. Donc ça prouve bien l'état d'esprit du Barça et je pense que Koeman a voulu tout révolutionner en arrivant. Et aujourd'hui, il n'a pas forcément. Après, il y a eu beaucoup de blessures, il y a des joueurs en méforme. Il n'est pas forcément aidé par son groupe actuel. Est-ce que vous les voyez rester dans leur club respectif ou vous les voyez, on va dire, partir, Morgan? Vous me parlez de Messi et les deux, Messi et Ronaldo. Alors, Messi, moi, je suis interloqué. Il y a eu des fuites dans la presse sur les suspicions de salaire énormes avec les primes et tout ça. Je vois pas aujourd'hui un club qui peut se le payer. Si vraiment il y a un club, ça serait peut-être Paris. Et encore, Paris, il faut trouver l'argent, voilà, le fair play financier, s'en sortir. Donc Messi, ça me paraît compliqué. Si surtout la rumeur Agüero vient de se confirmer, sachant que je crois qu'ils sont de la même famille. Donc, à voir. Ronaldo, en Italie, il y a beaucoup de journaux locaux qui sont en train de dire qu'ils sont en train de demander à le faire partir pour des raisons financières, parce qu'il coûte assez cher. Il y a le Real qui reviendrait apparemment, mais Zidane a balayé tout de suite la rumeur en disant, etc., que c'était un joueur de la Juve. À voir. Maintenant, je pense que Ronaldo, il a besoin d'aller s'exprimer dans un club avec des joueurs autour. Aujourd'hui, comme l'a dit Yacine au début, je pense que l'effectif de la Juve n'est pas à son niveau. C'est un effectif vieillissant. Chiellini, Bonucci, le gardien, c'est pas top. Au milieu de terrain, voilà, il y a quand même beaucoup de lacunes et je pense qu'il a besoin d'une équipe qui tourne autour de lui et qui lui apporte quelque chose, de la sérénité, mais à tous les étages. Yacine, est-ce que le retour de Laporta à la présidence du Barça peut éventuellement influencer la décision de Messi? Justement, j'allais en parler parce que c'est un événement quand même qui a fait pas mal de bruit. On attendait les garanties financières et elles ont été apportées de la part de Laporta et de son équipe. Et moi, je pense que c'est un paramètre qui va pouvoir jouer en la faveur du FC Barcelone. C'est un président qui a toujours fonctionné dans l'ombre et qui a toujours été apprécié par les supporters catalans. Et on sait que c'est un club qui fonctionne beaucoup à l'affect et avec l'apport de leurs supporters, les socios. Et moi, je pense qu'il a un projet, qu'il en a parlé à Messi. Peut-être que Messi, il y a quelques mois, si tu m'avais posé la question, Malik, je t'aurais dit Messi, il part automatiquement et il n'y a aucune chance qu'il reste. Mais je pense que le fait qu'il ait Laporta, qu'il y a un projet derrière, qui va réinjecter, et je pense que le cas Agüero est tout à fait significatif, c'est que c'est un joueur qui va pouvoir faire rester Messi en disant écoute, je suis venu au Barça, je suis venu pour toi, donc reste. Il y a d'autres joueurs aussi, parce qu'on on en parlera peut-être au niveau recrutement. Un joueur comme Eric Garcia, qui est aussi apprécié par Messi, qui doit venir renforcer la défense. On parle de joueurs comme Wijnaldum ou Memphis Depay, qui font partie de la communauté hollandaise et qui vont pouvoir aussi apporter cette expérience-là et qui vont pas se plaindre du fait de jouer avec Messi ou d'être sur le banc ou d'être dans un système de rotation comme ça a été le cas sur d'autres joueurs il y a quelques semaines ou quelques mois. Et pour Ronaldo? Et pour Cristiano, écoute, moi je considère qu'actuellement il est bien où il est. Le problème, c'est que ça marche pas du tout avec Pirlo, même s'il s'entendait bien sur un terrain de foot. Je pense qu'au niveau coaching, ça fonctionne pas du tout et le message ne passe pas. Ce serait une excellente idée de faire revenir Allegri, même si je sais que il est parti avec quelques brouilles, mais ça aurait été une excellente idée parce que depuis qu'Allegri est parti de la Juve, pour moi, c'est totalement méconnaissable. Que ce soit l'année dernière avec Sarri ou cette année avec Pirlo. Donc, je pense que Cristiano va rester et que c'est pas le moment pour lui de retourner, même si j'aimerais bien qu'il retourne à United en tant que supporter, mais je pense que c'est pas le bon moment pour le faire revenir. De toute façon, pour moi, il n'y a que 3 clubs qui peuvent faire venir Messi et Cristiano. Il n'y a que United, City et Paris Saint-Germain. Je ne vois pas d'autres clubs qui peuvent se le permettre. On parle de Haaland, de Mbappé, Lewandowski pour leur succéder au Ballon d'Or. Est-ce que vous croyez que dans les 2 prochaines années, ils sont encore capables de remporter le Ballon d'Or, Morgan? Messi, comme l'a dit Yacine, avec le retour de Laporta, il y a peut-être une possibilité si autour de lui tout le recrutement se fait bien, éventuellement. Ronaldo, va vraiment renforcer la Juve, c'est triste à dire mais c'est la vérité, à moins qu'il parte soit à United soit au Real et peut-être que là
ils essaieront de trouver quelque chose pour essayer de les mettre en avant et essayer de porter le projet malgré leur âge avancé. Maintenant, pour le Ballon d'Or, ce que vous venez d'évoquer, c'est intéressant, vous me parlez de Lewandowski qui encore, c'est un débat, mais ce gars-là, il met but sur but. Il porte son équipe. Et tu sais très bien, Morgan, il est polonais. S'il y avait eu un ballon d'or en 2020, tu sais très bien qu'il l'aurait eu, parce qu'il n'y avait pas de. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais après voilà, il faut voir les projets qui vont être mis en place. Après, c'est des top joueurs. À 36 ans, ce que fait Ronaldo, quand on voit les buts de la tête, les détentes verticales, c'est un monstre de travail. Messi s'adapte aux joueurs qu'il a autour de lui. Maintenant, il y a des petits jeunes qui arrivent comme Pedri, Trincao. C'est quand même costaud. Je pense que, et avec l'arrivée de Laporta et d'Aguero, oui, je pense que si vraiment Laporta apporte de l'argent, du recrutement et que Coman s'identifie à quelque chose de concret, ça pourra le faire pour eux. En tout cas, ouais, lui, Laporta, juste pour une petite précision, Malik, il aime beaucoup tout ce qui vient de la Masia, ouais. Et parce que c'est l'identité catalane qu'il met en avant, et c'est vrai qu'il va vraiment faire pousser les jeunes, que ce soit un petit Ilech Moriba, le petit milieu de terrain, Ansu Fati qui va revenir de blessure et qui va justement performer, Riqui Puig qui est revenu dans le groupe et qui maintenant commence à avoir du temps de jeu, que ce soit même en défense, Mingueza, Aronjo, exactement. Costaud, ouais. Voilà, je pense qu'il va vraiment baser son équipe sur le centre de formation, et on va pouvoir avoir des bons résultats, je pense, prochainement. Oui, mais vous m'avez pas complètement répondu. Ballon d'or ou pas Ballon d'or dans les 2 prochaines années? J'ai laissé Morgan s'exprimer. Moi, je vais droit au but, comme même, toujours. Ça changera pas. Moi, personnellement, je pense que l'ère des Ballons d'or, Messi, Ronaldo, elle a complètement disparu. Et après, il y a des paramètres qui vont entrer en jeu. Ce sont les compétitions internationales, que ce soit l'Euro, que ce soit la Coupe du Monde 2022. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura peut-être d'autres indications sur le niveau des joueurs. Mais moi, je prends l'exemple de la sélection argentine. Il faut rien en espérer, donc je pense que Messi en Argentine, faut pas en espérer grand chose non plus. Par contre, la génération portugaise qui arrive avec Cristiano Ronaldo, je pense que ça peut être ultra performant dans les compétitions internationales. Merci messieurs, vous avez été parfait sur notre premier thème de ce débat. On va parler maintenant de la CAF, hein. On le sait depuis la semaine dernière, c'est Patrice Motsepe qui est le nouvel homme fort de la Confédération africaine de football. D'aucuns disent que ça ne sera qu'une marionnette pour Gianni Infantino. Morgan, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ce président s'est déjà exprimé sur le foot africain? Je crois pas. C'est ça qui est quand même inquiétant. Infantino, il a du mal quand même à parler du football africain ou du football au Maghreb notamment. Il y a eu un journaliste qui lui avait posé une question pour savoir un peu s'il connaissait un peu le football au Maroc ou en Algérie. Il savait même pas qu'il y avait des divisions, donc ça fait quand même un peu peur. Pour moi, oui, il risque d'être un bouc émissaire du système. Maintenant, le nouveau président en question, là, qui vient d'être élu, est quelqu'un qui a quand même de l'ambition, qui veut quand même instaurer qu'une équipe africaine aille loin dans une Coupe du Monde notamment, parce que voilà, il y a les résultats, il y a aucune équipe qui a dépassé un quart de finale. Je crois que le dernier c'est le Ghana qui est arrivé en quart de finale, il y a eu le Sénégal, il y a eu le Cameroun en 90. Donc il faut qu'à un moment le football africain soit aussi valorisé. On l'a vu avec l'Algérie, qui est une super génération. Je pense qu'à un moment, il va falloir quand même qu'on n'oublie pas ces continents. Et j'espère que le président en question s'affirmera pour pouvoir prouver à Infantino qu'il est présent. Yacine, dites-moi, est-ce que en s'impliquant comme il s'est impliqué dans l'élection, c'était même pas une élection finalement, c'était un peu... il a été élu par acclamation. Bon, quand on voit la façon dont tout ça s'est passé et que Motsepe a été quasiment imposé, on va dire, à la tête de la CAF, est-ce que Infantino n'est pas en mission pour sa propre élection? Je m'explique, il y a 55 fédérations. Donc une voix par fédération africaine, ça fait beaucoup. Ça peut élire ou faire dégager un président. Bien évidemment, Malik. On le sait. On sait que derrière cette nomination-là, il y a un côté politique et il y a un côté avantage moi, je pense qu'il a raison de s'être appuyé sur ce type de personne. Parce que au-delà du fait que ce soit quelqu'un qui soit apprécié en Afrique, parce qu'on parle d'une personne qui est appréciée, et c'est quelqu'un qui a, sans trahir de secret, c'est quelqu'un qui est multimilliardaire. Oui, et du coup, ça veut dire que s'il s'implique au sein de la fédération, exactement, sud-africain, tout à fait, donc en s'impliquant dans un projet footballistique en Afrique, il vient pas pour des raisons financières, parce qu'il a tout l'argent qu'il lui faut, il a tout à sa disposition, donc je pense qu'il a cet avantage-là à son niveau. Ensuite, il est aussi propriétaire d'un club de football. Mamelodi Sundowns. Tout à fait, exactement. Et c'est
et justement, c'est aussi un avantage. Ça veut dire qu'on peut pas lui dire que c'est un arriviste qui vient de découvrir le football. Il l'a dit plusieurs fois en interview. Moi, j'ai écouté des interviews de lui où il disait qu'il aimait le foot, qu'il avait beaucoup d'idées et il se positionne en tant que rénovateur. Donc c'est toujours bon quand tu viens de te faire élire en tant que président. Il arrive en proposant. Il aura vraiment les coups des franches. Les coups des franches, je sais pas, mais en tout cas en termes de caractère, il a un caractère assez affirmé et dans sa façon de s'exprimer, c'est quelqu'un qui a des idées nouvelles. Moi, j'apprécie ce type de profil. Je dis pas que ce sera le top président, mais en tout cas, ce sera toujours mieux qu'un Issa Hayatou ou un Ahmad Ahmad pour les précédents. Vous allez pas vous faire des amis. Ça me dérange pas. Bon, dans sa conférence de presse, il a émis l'idée de maintenir la CAN tous les 2 ans. Mais on sait que Infantino, lui, veut une CAN tous les 4 ans. Est-ce que vous pensez, Morgan, qu'il peut aller justement au bout de ce projet? Pour moi, ça serait bien qu'il le fasse. Il arrive, il est président, il essaye de mettre des nouvelles choses en place. La CAN, c'est important pour ce continent qui, voilà, il n'y a pas beaucoup de compétition. C'est moins, voilà, nous, sur le plan européen. La dernière CAN qui a eu vraiment un écho un peu partout. Oui, c'est important. Et puis, il faut découvrir ces générations. Il y a plein de nouveaux joueurs qui arrivent dans plein de sélections. Voilà, c'est important aussi. Pourquoi nous, on aurait la Coupe d'Europe, on aurait le championnat de la Coupe du Monde, le trophée, le dernier trophée, trophée des Nations. En Europe, on aurait tout, et puis en Afrique, ils auraient pas le droit. L'euro, c'est tous les 4 ans, c'est pareil. C'est-à-dire que s'ils veulent imposer une compétition tous les 4 ans, c'est pour la rendre un peu plus compétitive. Et par contre, faudrait diminuer le nombre de pays, parce que le fait qu'ils aient étendu la CAN à 32 pays, maintenant c'est un peu plus... Je suis d'accord avec toi, mais tu sais très bien que dans les pays africains, en sélection, les joueurs, ils s'arrêtent rapidement. Il y en a beaucoup qui suivent pas leur carrière, donc c'est pour ça, laisser la chance à tout le monde aussi, je pense, de s'exprimer. Et ça peut permettre... et aussi, c'est sur le développement, je pense, du football, pour pouvoir prétendre aussi à des centres de formation, à tout ça, parce qu'il s'est beaucoup exprimé là-dessus. Et je pense que ça serait bien aussi tous les 2 ans. Pourquoi pas? Après, il faut voir l'organisation aussi sur le terrain. Voir s'ils vont avoir assez de structures, s'ils vont... ça faisait partie d'un des chevals de bataille de Motsepe, c'est-à-dire que lui, il veut déjà commencer par les infrastructures, pour rénover tout ça. Ensuite, il veut uniformiser tout ce qui est règles d'arbitrage, parce que ce soit au Maghreb ou dans l'Afrique noire, c'est complètement différent. Et il veut surtout avoir un peu plus de médiatisation, et d'un point de vue télévisé ou média, développer vraiment ça. Donc déjà, qu'il commence par la base, cette base-là, qui est pour moi plus importante, et ensuite on parlera de tous les 4 ans ou tous les 2 ans des compétitions africaines. Ça ne vous a pas échappé que c'est Véron Moussengo, son ami d'enfance, originaire de RDC mais qui a la nationalité suisse, qui devient le secrétaire général de la CAF. Est-ce que ça vous pose pas un problème, Yacine? C'est les affinités. Il faut faire jouer les affinités. Oui, mais il est à la FIFA. C'est vrai que et il redescend à la CAF. C'est vrai que c'est une forme de rétrogradation, mais comme une intronisation en quelque sorte. Et je pense que ça jouera en faveur. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que Motsepe justement n'aura pas le temps, puisqu'il est homme d'affaires multimilliardaire? Est-ce que ça ne veut pas en filigrane dire qu'il n'aura pas vraiment le temps de gérer le foot africain? Je pense qu'il aura le temps, mais qu'il délèguera ce rôle-là à Véron. Je pense que c'est à un moment donné, il a besoin d'avoir des personnes autour de lui en qui il a confiance. Quand on est dans un projet aussi compliqué que l'Afrique, avec toutes les histoires de corruption ou d'affinité qui peuvent être mises en place, je souhaite bon courage. C'est une tâche très ardue, et j'espère pour lui qu'il a les épaules solides, mais j'ai confiance en tout cas en son projet, en sa façon de le mettre en place. Morgan, finalement, est-ce que pour vous cette élection c'était plus une affaire de foot qu'une affaire politico-diplomatique qui s'est déroulée? Non, je pense pas. Je pense que ça a été voilà, c'est une campagne qui a été lancée pour être élu, puis pour essayer d'introniser quelqu'un, pour se mettre bien comme il faut. Voilà, là il y a pas de foot, parce que dans le fond, on n'a pas forcément, on nous a pas expliqué la chose, quoi. Moi, j'aurais bien voulu que dans une nomination comme ça, on a un grand joueur de foot derrière. Je sais pas, un Samuel Eto'o, un Drogba même. C'est un exemple de joueur que voilà, ça aurait été en termes d'image pour le football africain, ça aurait été bien. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il y a eu des candidatures, Malik? C'est ça la question. Moi, je sais que... Il y avait 4 candidats. Oui. Il y avait 4 candidats. On les a invités à Rabat.
les trois candidats francophones, on les a invités à Rabat pour se mettre d'accord parce que ça faisait trop de candidats d'Afrique de l'Ouest et francophones pas assez, ouais, en plus. Et puis, pendant que les trois sont là, Motsepe qui rentre tout de suite, c'est comme si on leur avait imposé Motsepe. Du coup, ils sont retirés. Voilà. C'est pour ça que moi, dans cette campagne, j'ai pas vu de programme en tant que tel. Il y a eu des programmes, ça, ouais. mais on n'a pas discuté programme en tant que tel. Ce sont les chefs d'État, ce sont les ministres. Voilà, c'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que c'est pas plus une affaire politique finalement que après, est-ce qu'on n'y trouve pas son compte? Multimilliardaire, on ne sait pas. Voilà, je suis pas là pour dire qu'il y a de la corruption, de l'argent ou quoi que ce soit. Mais est-ce que Infantino il trouve pas son compte? On n'est pas en dessous, mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, pas de programme, on connaît vraiment pas ce qui va vraiment se passer. On a bien senti que c'était imposé et c'était comme ça, quoi. Il y avait pas de porte de sortie, c'était comme ça. Mais Yacine a dit quelque chose d'intéressant. Pourquoi lui et pas d'autres, peut-être oui, parce qu'il est milliardaire? Je pense que le fait que voilà, il ait cette fortune-là, il arrive pas en tant que je vais venir un peu gratter de l'argent ou je vais venir acheter des fédérations quoi que ce soit. On pourra pas lui reprocher ça parce qu'il a pas besoin de ça. Je pense qu'il va peut-être faire un travail de lobbying sur certains pays avec lesquels ils ont des accords, et je pense qu'il va travailler sur ça, sur le fait de s'investir un peu plus. Moi je pense qu'un pays comme le Maroc ou un pays comme le Sénégal qui ont tout à gagner dans ce type de nouvelle élection et dans le football africain vont s'affirmer comme des fédérations ultra dominantes sur le continent africain. Merci messieurs, on va parler de l'OM, droit au but, comme disait Yacine tout à l'heure. Donc, 2 victoires en 2 matchs depuis l'intronisation de Jorge Sampaoli comme nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Est-ce que Morgan, c'est l'homme de la situation? Il arrive dans un contexte difficile. C'est pas le plus facile, je pense. Il a un groupe à sa disposition qui est quand même assez correct, je pense, pour essayer de décrocher maintenant la 5e place, parce qu'il n'y a plus grand chose à obtenir, à part vu l'élimination en Coupe de France. Tu veux vraiment parler, Morgan? De quoi? C'était vraiment nécessaire. Non, mais là, je remets le couteau dans la plaie. Non, je remets pas le couteau dans la plaie, mais voilà, c'est vrai que c'était un objectif quand même pour la Coupe d'Europe au minimum. Maintenant, il va imposer quelque chose. Je pense que ça s'est déjà vu sur les premières séances. Ça crie, il y a de l'intensité. Les joueurs aiment ça. On voit que sur le match de Brest, ils sont tous jetés dans les bras. C'était son anniversaire d'ailleurs ce soir-là. Il impose quelque chose. On voit des joueurs comme Nagatomo qui aujourd'hui fait des courses qu'il ne faisait pas avant. Je pense qu'ils avaient vraiment besoin de ça, d'un coach un peu à la Bielsa, même si c'est pas le même. C'est un disciple. Voilà, c'est un disciple parce qu'ils ont une admiration pour lui. Mais je pense que l'Olympique de Marseille avait besoin du changement, de la rigueur, du travail, et relancer un peu certains joueurs, les mettre dans des bonnes dispositions. Voilà, là il y a comme quand vous voyez le match de Balerdi là, contre Brest, et Balerdi avant sur l'Air Villas-Boas, c'était pas la même. Même si dans ma tête je me dis que Larguet a quand même fait un bon travail. J'ai apprécié l'homme, j'ai apprécié la personne, très simple. On voit que c'est quelqu'un de la formation qui est resté humble jusqu'au bout. Mais je pense qu'il y avait besoin de ce changement, c'était nécessaire. Yacine? Tout à fait. Bah, moi, je rejoins et je vais rapporter quelques nuances par rapport à Morgan. Sampaoli, c'était nécessaire, dans un contexte aussi particulier que l'Olympique de Marseille, de ramener un nouveau coach avec des nouvelles idées et surtout qui a un petit côté grinta. Ce qui a manqué cette année à l'Olympique de Marseille, à un moment donné, sur des matchs importants, que ce soit en Ligue des Champions ou dans des matchs contre les opposants directs, ça a manqué de grinta, ça a manqué d'envie sur ces matchs-là. Je pense qu'il va apporter cet élément-là. Après, Sampaoli, il est aussi connu pour faire que quelques mois à haut niveau et ensuite bah ça s'étouffe, c'est compliqué physiquement parce que lui il se base sur l'équipe. C'est le syndrome Bielsa. C'est le syndrome Bielsa, mais c'est pour ça qu'il a toujours réussi avec les sélections, parce que les sélections, il en a tiré toute la quintessence, que quand ils font des regroupements avant des compétitions internationales, par exemple, je prends l'exemple du Chili, bah c'est 1 mois et demi ensemble, où il arrive à vraiment fédérer son groupe et il arrive à tirer le maximum des joueurs, et ça fonctionne bien. C'est pour ça qu'en club, il a jamais eu d'expérience ultra enrichissante, même du côté du FC Séville, à l'époque. C'est pas quelqu'un qui a marqué le club comme un Unai Emery à son époque. Et je pense que pour l'instant, c'est bien.
pour un projet à longue durée, je pense qu'il va falloir se poser la question à un moment donné d'un coach qui est un peu plus complet et qui a la possibilité de faire tenir le groupe le plus longtemps possible. Sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui partiront au mercato cet été. Est-ce que son arrivée, les 2 victoires en 2 matchs, là, Morgan, est-ce que c'est juste l'effet psychologique du changement de coach, ou alors pour vous, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire, en train de s'installer Non, je pense qu'il a posé quelque chose tout de suite, il a changé de système tout de suite, il a mis des choses en place, il a remis aussi certains joueurs dans leur contexte de position préférentielle. Il a relancé des joueurs, donc Luis Enrique, qu'ils ont acheté 12 millions, qui jouait jamais, qui là est sur un passage de passe décisif, je crois qu'il a sa 4e. Voilà, Cuisance qui met 2 buts en 2 matchs, qui joue jamais. Et quel but très difficile à mettre le dernier but. Voilà, il reprend une touche, boum, direct. Milik. Il relance, mais bon, après Milik il était arrivé avant, il marque but sur but, donc tant mieux. On voit que les joueurs qui rentrent, comme Benedetto, chaque fois qu'il rentre à la fin du match, même s'il était frustré à l'époque, il rentre et fait quand même son taf. Au milieu, on voit que des mecs comme Camara, ben ça y va, dès qu'il donne une consigne, le mec se replace. Thauvin, on a vu que Thauvin était en train de réfléchir pour une prolongation, donc il y a peut-être le discours qui fait. Donc je pense que c'était nécessaire, je pense que c'est quelqu'un qui va amener quelque chose, mais je rejoins totalement Yacine. Je pense que si l'année prochaine le club va sur une Coupe d'Europe, je ne sais pas s'il sera capable, ce coach, de gérer la totalité des compétitions et d'un groupe entier. Je pense que c'est sur le moyen terme, il va falloir privilégier. Là il est bien comme pompier de service. Voilà, il y a eu parce que vous mettez un coach lambda qui a un mental pas très costaud. Lui, ça se voit, c'est un mec, il est tatoué, il fait de la muscu, c'est un mec, il a pas peur. Ouais, premier jour, il est sorti sans masque, il a pris tout le monde dans les bras, les gars, les supporters. On voit que c'est un gars qui a pas peur, qui connaît la chose. Mais aujourd'hui, il y avait besoin de ça. Mais après, sur le long terme, oui, c'est vrai que je m'intéresse fortement. Yacine, est-ce que le contexte marseillais, justement, on sait que c'est un latin, hein, c'est un sang chaud, le contexte marseillais, même si les matchs sont à huis clos, est-ce que si éventuellement les supporters commencent à revenir au Vélodrome, ça peut pas booster justement le travail de Sampaoli? Dans tous les cas, son meilleur ami, c'est le public. Ouais. Dans tous les cas, c'est-à-dire que s'il arrive à se mettre les supporters dans la poche, il aura tout gagné. Comme Bielsa l'a fait, comme Guéretz l'a fait dans des anciens temps. Et je pense que lui, son avantage, c'est que dans son vestiaire actuel, et je pense qu'il a eu le temps d'analyser les joueurs qu'il avait à sa disposition, il y a quand même pas mal de joueurs qui rentrent dans ce projet de jeu-là. Que ce soit un Alvaro, par exemple, qui rentre tout à fait, c'est vraiment le cadre, patron de la défense. Voilà, en plus, il parle espagnol, donc il n'y a pas de barrière de la langue. Même Benedetto, à un moment donné, ça va le relancer. Le fait il y avait même une stat qui était sortie sur Benedetto, à un moment donné, c'est qu'il marquait plus, parce qu'il n'y avait plus de supporters dans le stade, alors qu'à l'époque, il marquait but sur but au Vélodrome. Voilà, un Luis Enrique, qui est aussi un joueur sud-américain, qui va pouvoir en tirer le meilleur parti. Il y a pas mal de joueurs qui rentrent dans ce type de coaching-là, qui ont besoin d'être... C'est des joueurs à l'affect, qui ont besoin d'avoir un coach qui est tout le temps derrière eux, en train de les pousser, de les motiver. Et franchement, il rentre tout à fait dans cette case-là. Donc il va pouvoir faire ce qu'il veut à ce moment-là. Et surtout, le public, quand il va revenir au stade, je pense qu'il va pouvoir leur donner des bonnes sensations. On ne sait pas quand. Je pense que ce sera pas tout de suite, malheureusement. Mais on va attendre patiemment la réouverture du Vélodrome. On a lu que Sampaoli veut faire venir Arturo Vidal, qui est un joueur de caractère, qui a la grinta à l'OM. Ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Mais est-ce que Marseille aujourd'hui, avec les finances qui sont les siennes, Marseille est capable d'attirer des joueurs comme ça, ou alors ces joueurs-là viendront pour la personnalité du coach? Moi, je pense que Vidal, il viendra pour le coach. Parce qu'ils se sont connus en sélection, il y a vraiment quelque chose de fort entre eux. Moi j'ai un peu observé, j'ai regardé les matchs, on voyait même sur les rassemblements, il y a eu des vidéos qui ont... C'est quelqu'un qui va apporter, je pense, quelque chose là, à ça. Il va pouvoir peut-être à l'affect ramener d'autres joueurs comme ça. Je pense que Vidal fera des efforts pour venir à l'Olympique de Marseille sur la finance. S'il y a des départs en plus de joueurs 4, si vraiment Thauvin reste pas, si Longoria fait tout pour pousser des paillettes à partir, ou des Mandanda, les salaires tout de suite, ils pourront peut-être aller un peu sur des Vidal. Faut pas oublier qu'aussi, je pense que Marseille risque de perdre Camara, qui aujourd'hui explose. Je pense que c'est la rampe tournante de cette équipe. Il est impressionnant ce joueur. Après voilà, Vidal, ça risque d'être aussi un couteau suisse
Aujourd'hui, s'il signe, il peut jouer un peu partout. C'est un joueur offensif, il est capable de marquer de la tête, du pied. Il est impressionnant. Voilà, il est quand même costaud. Capable de mettre quelques petits coups. Ah, exactement. Voilà, aussi. À la parlesse, un petit peu. Il parlait aussi. Il parlait aussi d'essayer de trouver un profil un peu à la Isla, comme il y a eu à l'époque. Voilà, des joueurs comme ça, un peu couteau suisse, qui pouvaient jouer à droite, à gauche, milieu droit, milieu central. Voilà. Peu, ouais, ce profil-là, comme un Gary Medel aussi. Voilà. Donc, je pense qu'il va essayer de faire marcher un peu son réseau. Là, il voulait faire venir un attaquant de son ancien club. Il était à Sao Paulo, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça, il voulait essayer de faire venir. Je pense qu'il va faire venir des joueurs qui ont du potentiel, mais qui seront peut-être pas, qui seront encadrés par des joueurs un peu plus expérimentés, mais un peu plus jeunes. Luis Enrique en est un exemple. Yacine, est-ce que un joueur comme Payet, par exemple, que tout le monde est en train de décrier, est-ce que vous le voyez renaître avec Sampaoli? Renaître, ce sera un grand mot, Malik. Je pense revenir à un niveau correct, déjà, ce sera une bonne chose. Je l'ai vu courir. C'est déjà pas mal. En tout cas, moi, en tant que coach, j'apprécie les joueurs qui courent et qui font des efforts, parce que ces derniers temps, j'ai pas vu beaucoup courir Payet. Et pourtant, c'est ce qu'on lui demande. Normalement, en milieu de terrain, surtout en milieu de terrain, avec sa carrière, normalement, il doit faire les efforts et il doit proposer, en tout cas, dans les espaces. Et je l'ai revu courir, donc ça fait plaisir. Et peut-être qu'il pourra se remettre à niveau. Après, je vais pas le juger tout de suite, Payet, mais je le jugerai en septembre, quand tu auras la prépa physique qui aura été faite et quand tu auras le début de la saison prochaine, parce que bon, il jouera pas l'Euro, faut pas rêver, hein. On le sait tous, même s'il y en a certains qui proposaient de le faire revenir il y a quelques temps, notamment après le Classico, le premier Classico en tout cas, mais Payet, pour l'instant, j'attends de voir son niveau physique avant de pouvoir juger. Oui, parce que techniquement, ça reste un très bon joueur. La technique, ça se perd pas au football, Malik. Son problème, il est physique et il est mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est tellement dans un confort. De vie aussi, peut-être. Après, c'est un père de famille, c'est pas quelqu'un qui est réputé pour sortir trop. Peut-être au niveau alimentation, il y a certaines choses à gérer. Et on lui a même proposé de faire la cure à Merano, comme l'avait fait Gignac à l'époque et comme l'a fait Mandanda aussi. Et ça a été très efficace. Mais s'ils arrivent à le remettre d'appoint et qu'il soit vraiment au top physiquement, je pense que ça peut être une agréable surprise l'année prochaine. Mais moi, j'y crois pas trop, parce que mentalement, il a été touché par les événements. Et être utilisé dans une position axiale, je pense, parce que depuis un moment on le fait jouer à gauche et c'est pas son point fort, quoi. Donc quand on voit avec le côté gauche avec Nagatomo, pardon, j'ai un peu de mal avec les japonais, mais du coup le problème c'est que en fait il n'y avait pas de dédoublement, on voit qu'il n'arrive pas à répéter les efforts et ça c'est quelque chose d'important. Je pense que si on le laisse dans une position axiale de 10 pour être face au jeu, il sera meilleur. C'est pas un refus de sa part, parce que s'il travaille physiquement, comme disait Yacine, pour se remettre à niveau, il peut jouer sur un côté. C'est d'ailleurs là qu'il a brillé. Oui, mais à l'époque de Saint-Etienne, tout ça remonte. Mais Morgan, c'est pas comme s'il avait 40 ans, Payet. Voilà, on parle d'un jeune, il est plus jeune que moi. Donc je pense qu'il physiquement, s'il fait une vraie prépa, il est censé être au top. Oui, la capacité de proposer des courses, même côté gauche, des fois il était performant côté gauche. L'année dernière, je sais pas si tu te souviens, le match qu'il fait contre Saint-Etienne, il est côté gauche. Il fait un match de fou contre Lyon, il est côté gauche. On est d'accord, mais on voit bien que dans son attitude, c'est pas quelque chose qu'il aime. Tu l'as dit toi, mais c'est dans son attitude. Ça veut dire que c'est son attitude qui pose problème. C'est pas son physique. Mais s'il travaille physiquement, peut-être que. Mais est-ce qu'il a vraiment envie de tout ça? C'est ça le problème. Pas dans sa tête. Est-ce que aujourd'hui, dans le contrat, dans la prolongation, il se dit pas, aujourd'hui, 2024, on va me proposer un poste de directeur sportif derrière qui pose problème à Longoria? Parce que là, c'est une clause. Oui, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'il se dit pas? Est-ce qu'il se dit pas aujourd'hui, moi, j'ai plus rien à perdre, j'aurai mon salaire, je finis tranquille. Tu vois, il y a peut-être ça aussi. Je trouve ça triste parce que je pense qu'il a envie de jouer au ballon. En 2021 jusqu'à 2024, ça veut dire que pendant 3 ans, il va jouer tranquille. Enfin, ça fait beaucoup quand même. Ouais, mais après, faut voir. Ça veut dire s'il fait 100 kilos, on laisse jouer quand même parce qu'il a son contrat. Bah non. Après, il va abîmer la pelouse du Vélodrome à 100 kilos quand même. Allez, on parlait d'hygiène de vie, justement. Il y en a un qui a changé son hygiène de vie. C'est Ousmane Dembélé. Dembélé qui souhaite donc prolonger son contrat avec le FC Barcelone. On connaît les problèmes de santé qu'il a traversé, les problèmes comportementaux qu'il a traversé. Aujourd'hui, on voit un net regain de forme d'Ousmane Dembélé. Est-ce que Dembélé peut être l'avenir du Barça, Yacine?
Alors moi Malik, il faut que tu saches que j'ai toujours défendu Ousmane Dembélé. Je vais continuer à le défendre parce que c'est un joueur qui est pour moi un potentiel exceptionnel et que le jour où on arrive à tirer... potentiel. Bien sûr, mais justement à chaque fois... Il explose là même. Bien sûr, je le sais, j'ai envie, moi je pousse pour que ça arrive et que j'en ai marre de voir que des éclairs de génie de lui. À un moment donné, il va falloir qu'il se prenne en charge. Pour pas trahir de secret encore une fois, je connais ses préparateurs physiques. Je sais qu'il travaille en ce moment et c'est pour ça qu'il est un peu moins blessé depuis 2-3 mois et quand il reviendra vraiment, parce que les blessures c'est toujours des blessures liées à son hygiène de vie. On connaît l'hygiène de vie d'Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui passe des heures à jouer aux jeux vidéo, c'est tous les week-ends après les matchs, on sait ce qu'il fait, il s'amuse bien et il a une vie assez bien remplie et c'est surtout pour ça parce que toutes les blessures qu'il a eues c'est des blessures musculaires, c'est pas des blessures articulaires, il n'a jamais eu de ligaments croisés, il n'a jamais eu de fracture de la cheville ou quoi que ce soit, c'est vraiment musculaire, c'est toujours au niveau de la cuisse, que ce soit au niveau ischio-jambier ou au niveau adducteur, c'est vraiment ce type de blessure là et c'est lié à l'hygiène de vie. Donc tant qu'il n'arrivera pas à gérer ça, plus de légumes, moins de McDo, ouais, qui dorme un peu plus, qui dorme aussi, qui boit que de l'eau. Oui. Enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et qu'il ait une femme et pas des copines. Voilà, c'est le travail de l'ombre. Et après c'est compliqué, mais franchement, vu les dernières performances, s'il travaille encore une fois correctement physiquement, qu'il arrive à avoir une bonne hygiène de vie et qu'il arrive à rester dans cet effectif-là avec ce coach-là, parce que Coman l'apprécie, hein. Il l'a dit en conférence de presse. Donc tant qu'il reste dans cet environnement-là, je pense que ça pourrait être décisif. De toute façon, la prochaine année, c'est où il explose et qu'il exploite son potentiel, où il n'y arrivera jamais et ce sera terminé, ce sera une carrière gâchée pour lui. Morgan, avant d'être l'avenir même du Barça, est-ce qu'il est dans le présent même de cette équipe? J'ai du mal à le voir intégré dans le groupe. Dès qu'il fait des choses, là sur les derniers matchs, il a été omniprésent. C'est un joueur qui est capable de faire une différence monstrueuse. Il faut pas se mentir. Parce que contre le PSG au match retour, il a des occasions. Le problème, c'est sa problème de finition. On peut parler de la défaite du Barça, mais il en fait énormément partie. Même si Navas a brillé sur ce match-là, s'il met tous 4 ses frappes, parce que en coupe il met 2-3 buts là ces derniers temps, c'est des frappes, c'est des missiles. Personne ne voit rien. Là on n'a pas trop compris. Maintenant il y a des fois, je le vois, il s'énerve pendant les matchs, il est frustré. Quand il marque, des fois, il est un peu solitaire. On vient pas forcément le voir. J'ai pas l'impression qu'il y a une intégration complète dans l'effectif. Mais bon, est-ce que ça, c'est... Voilà, parce qu'il y a les anciens, il y a les nouveaux, j'ai du mal. Mais Dembélé, je reçois Yacine, c'est comme Coman. Quand ils sont pas blessés, ils sont au top. Coman, dès qu'il accélère, dès qu'il fait un crochet, mais vous l'arrêtez pas, ce gars-là. C'est pas possible. Oui. Est-ce que lui, il peut pas faire la démarche inverse? S'il est... les anciens, les cadres vont pas vers lui, est-ce que c'est pas peut-être à lui aussi de faire cette démarche? Il est arrivé de Dortmund avec une étiquette tout de suite, il était jeune. D'entrée de jeu, il n'est pas rentré dans le moule du Barça, c'est triste. Il arrive en retard, il se réveillait pas, les entraînements, les blessures à répétition et tout. Aujourd'hui, là, il était en intermittence, là, ça va un peu mieux, parce que comme l'a dit Yacine, il s'entraîne fort, il revient vite, et tout ça. C'est vrai que c'est plus à lui maintenant de repartir sur tout ça, une intégration. Mais je pense que c'est compliqué pour beaucoup de joueurs. Regardez Griezmann, ça va pas forcément tout le temps bien. Après, il y a une question de système de jeu aussi, Morgan. C'est-à-dire que là, actuellement, ils jouent dans un 3-5-2 avec les deux devant, c'est Messi et Dembélé. Oui, et donc voilà, et je pense que c'est un système de jeu qui peut lui convenir parce qu'il y a un moment donné, lui, il a besoin d'une certaine liberté sur le terrain. Et on l'a mis sur un poste côté gauche notamment où il a beaucoup de tâches défensives et c'est pas son point fort. C'est pas un joueur qui peut répéter les courses et faire des allers-retours dans tout le couloir. C'est un joueur, par contre, quand tu l'as en situation offensive et que tu arrives à l'utiliser correctement, si contre Paris, si tu as un Luis Suarez devant, tu as un Dembélé qui est au centre et t'as Suarez, le match il est complètement différent et ça prend une autre tournure. Donc il y a aussi le système de jeu qui fait que franchement, il est plus adapté dans un système à deux devant. Ouais, tout à fait. Mais aujourd'hui, est-ce que Messi c'est un vrai attaquant? C'est ce que tu dis. Tu mets Suarez, c'est pas la même. Griezmann, pour moi en neuf, il fait pas l'affaire. Aujourd'hui, Braithwaite, il fait pas l'affaire. Je crois que c'est le principal problème de Dembélé l'année prochaine, ce sera Griezmann. Tu peux pas garder les deux. Les deux ne sont pas compatibles. Et c'est pour ça qu'en équipe de France, ça n'a pas fonctionné. Par contre, tu mets Giroud et Dembélé, c'est un peu différent. Exactement. Parce que Dembélé, Giroud, ça va être un point d'appui qui va faire des espaces.
Donc Dembélé, il va en profiter à chaque fois. Et c'est pour ça que là, il va falloir qu'il trouve l'année prochaine un gars qui est capable d'apporter ça à Dembélé, comme tu l'as dit. J'espère qu'ils vont l'avoir. Ouais. Si les sources sont officielles, on aura un grand attaquant Ouais, au FC Barcelone. Il va falloir garder Messi avec ce qu'il coûte, il va falloir garder Griezmann. Il va falloir se séparer de Griezmann, Malik. La solution, ouais, c'est se séparer de Griezmann. Je pense. C'est pour moi, Parce c'est la meilleure solution. Et de toute façon, Messi préfère jouer à droite. C'est ce qu'il a toujours dit pour rentrer sur son pied gauche. Faux pied, ouais. Donc je pense que voilà, ça sera un autre débat, mais Griezmann, c'est intéressant d'en parler un jour parce que c'est vrai que depuis qu'il est là-bas, il fait pas l'unanimité non plus. Il a rien fait pour aussi. Ouais, tout à fait. Mais comme Dembélé, hein. Sauf que Dembélé, il est jeune et il a du potentiel. Oh, il a quel âge, Griezmann? Griezmann, il va bientôt avoir 30 ans. Alors, le FC Porto, le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain, Liverpool, le Real Madrid, Chelsea. Manchester, Bayern Munich, Chelsea ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ces 8 équipes ont rendez-vous les 6 et 7 avril pour le match aller, 13 et 14 avril pour les quarts de finale au retour. Le tirage au sort est prévu demain soir en Suisse. Messieurs, on va se projeter. Quels sont les matchs que vous aimeriez voir, Yacine? Moi, j'ai fait des paris avec des amis. Oui. J'espère que je gagnerai mon pari. Donc voilà, moi les 4 affiches que je vois dans ma tête, c'est des affiches un peu symboliques. J'aimerais bien PSG-Chelsea en quart de finale, parce que ce serait assez symbolique pour contre son ancien club, Thiago Silva aussi. Tout à fait, Malik. C'est exactement ça. Moi, j'ai exactement. Il était comme un fou. Donc ça pourrait être une affiche sympathique. Et on sait que le Paris Saint-Germain-Chelsea, ça a toujours été des affiches, des matchs assez à haute intensité, notamment émotionnels en Ligue des Champions. Dans les années d'avant, on se souvient tous du but de Thiago Silva qui les qualifie. On se souvient du carton rouge de Zlatan aussi durant certains matchs. Tout à fait. Oui. Il y a beaucoup d'anecdotes concernant ce match-là. Après, je vois une autre revanche dans un autre quart de finale entre Manchester City et Liverpool. Parce que ils sont quand même fait éliminer City contre un Liverpool en folie l'année où Salah marche sur l'eau et il se blesse en finale, enfin où Sergio Ramos le blesse en finale et qui perd leur finale. Et cette année-là, il y a eu un fantastique City-Liverpool. Dans une autre rencontre, moi j'aimerais bien voir un Dortmund-Real, mais c'est vraiment une opposition de style. Je veux juste voir Haaland ce que ça va donner contre le Real pour voir est-ce qu'il va être recruté ou pas, mais c'est vraiment c'est psychologique. Et dans le dernier match, clause libératoire 150 millions, hein, ça a été annoncé par Dortmund. Tout à fait. Elle a augmenté depuis l'année dernière. Et la dernière affiche que je voudrais voir, c'est un Bayern-Porto, totalement déséquilibré, avec un Bayern qui a la chambre ouverte et qui va pouvoir s'exprimer. Parce que moi, je vois le Bayern faire le doublé cette année, gagner à nouveau avec des champions. C'est une machine. Cette équipe, elle est impressionnante. Et je pense que Porto, c'est l'équipe la plus faible, même s'ils sont qualifiés contre la Juve, c'est l'équipe la plus faible parmi les 8. Alors Morgan, quelles sont vos projections sur ces quarts de finale dont le tirage au sort, je le rappelle, aura lieu demain? Je suis pareil sur le PSG. PSG Chelsea, j'espère que voilà, Tourelle va prouver au PSG qu'il a quand même fait une erreur parce qu'il fait son boulot. On n'y croyait pas trop en Angleterre. Il a relancé des joueurs quand même comme Marcos Alonso, hier Ziyech. Bon, Rudiger aussi. Alors que ils sont allemands. Hein, donc, oui, voilà. On le savait. Mais un mec. Kerrer, Draxler, ils sont allemands aussi. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas, on n'est pas dans le même club. Par contre, Werner, tu m'excuseras, mais lui, je comprends pas. Franchement, j'ai du mal avec lui. Bon, bref, là, ça sera intéressant. Après, je rejoins Yacine sur à peu près tous les matchs parce que Manchester City, Liverpool, ça peut être une belle opposition et surtout une revanche des deux, surtout pour City. Moi aussi, je veux voir Haaland face au Real, face à Varane, Ramos, voir ce que ça donne. S'il les dégage, il les bouge, ça prouvera que c'est un joueur, futur ballon d'or. Futur Ballon d'or, mais un joueur de classe mondiale parce qu'il a encore le temps et je pense qu'à la fin de sa carrière, s'il continue à les empiler, ça va faire très très mal. Après, Porto, ils sont là avec un gros match de Pépé, donc extraordinaire à 38 ans, qui a prouvé qu'il était encore présent. Il est encore en sélection, donc la future défense, je pense que ça va être Pépé ou Font ensemble. Mais s'il y a le petit Diaz aussi, ça dépendra comment ils vont jouer, parce que peut-être qu'ils vont jouer à 3 pour intégrer les 3, on verra bien. Mais bon, aujourd'hui, le Bayern,
c'est une machine avec des Goretzka que moi j'ai jamais vu jouer dans cette forme-là. On a Choupo-Moting qui met des buts aussi, qui s'est relancé. On a quand même un bon groupe, le Roi Sané qui se relance bien. Un Joshua Kimmich voilà, impressionnant. Donc voilà, là vraiment on est sur le dernier carré, à part Porto vraiment qui est un peu l'énigme. Vraiment, s'ils gagnent, ça sera vraiment au forcing comme ils l'ont fait, avec l'envie, avec voilà, la détermination. Eux, ils iront se battre parce que pour eux, c'est inespéré aujourd'hui, hein, faut pas se mentir. Mais aujourd'hui, ouais, je suis plus sur les mêmes affiches que Yacine. Et, pour la première fois, on va dire, hein, depuis 2016, l'Italie n'a aucun représentant en quart. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Yacine? Alors, en tant qu'amateur de la Serie A, Malik, parce que c'est un championnat que j'ai toujours suivi et toujours aimé, ce qui m'a fait aussi aimer le football, surtout à l'époque des années 90 du grand Ronaldo, le Brésilien. Ouais. C'est un championnat qui est actuellement sur une pente descendante à plusieurs niveaux. La première raison, c'est elle est liée à la mentalité italienne. Elle avait commencé à changer il y a quelques années. Et elle est redevenue, c'est devenu un championnat un peu trop tactique, un peu trop fermé. Moi, je regarde souvent les matchs, même si il y a quelques équipes qui arrivent à jouer, hein, notamment d'Atalanta, notamment Sassuolo, qui sont des équipes qui produisent du jeu. Même l'Inter, ces derniers temps, ils arrivent quand même à produire du jeu. Mais c'est un championnat qui est, voilà, à l'image de la Juve, vieillissant, qui a du mal vraiment à se renouveler. Et je pense que le fait qu'il n'y ait plus de clubs italiens, c'est lié aussi à ça. C'est qu'ils n'ont pas su se régénérer. L'Atalanta, ils ont quand même fait des belles prestations, ils ont manqué le train l'année dernière contre le Paris Saint-Germain où ils auraient pu aller loin dans la compétition. Mais la Juve va falloir tout reprendre depuis le début. Et l'Inter, on se souvient de l'accident en poule où c'est inadmissible. Ça fait 3 ans d'affilée que l'Inter se fait sortir en poule. Et il va falloir se poser des bonnes questions aussi dans ce club-là. Et tant que le Milan AC ne sera pas encore revenu au sommet de la hiérarchie, je pense que ce sera compliqué pour voir des clubs italiens, notamment en demi-finale. Hein. Ça va être très très dur. Walter Ferdi nous reprend justement sur le Facebook Live. Il dit attention à Porto. S'ils sont là, c'est pas par hasard. Oui, c'est sûr. Après, ils ont fait le taf, ils gagnent le match, ils sont là. Il a raison de le dire. Il a raison de le dire. En fait, je suis pas en train de lui dire que Porto, c'est une équipe de faire valoir ou quoi que ce soit. Je dis que c'est l'équipe la plus faible parmi les quarts de finalistes. Sur le papier. Après, sur le papier, oui. Il n'y a pas que le papier. Enfin, franchement, s'il y a un City-Porto, City va, déjà, c'était le cas en poule, ils vont manger Porto. Et on le sait, sur un match aller-retour, ça va être ultra compliqué. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Et pour revenir sur l'Italie, c'est vrai que le championnat italien devient de moins en moins attractif. Les équipes sont vieillissantes. L'Inter, t'en parles, offensivement c'est fort, mais derrière ça commence à être vieux. Le gardien, Andanovic, qui est un super gardien, ça commence à être compliqué. Young, des défenseurs, des joueurs comme ça, c'est compliqué. Ibra, il tourne, mais c'est pareil. Derrière, c'est pas la révolution aussi au Milan AC. Naples, Mertens, il est plus tout jeune. Ça commence à devenir dur avec Gattuso. Gattuso. Donc c'était un feu de paille, Naples, finalement. Ouais, ça commence à être. C'est un championnat qui est de moins en moins attractif finalement. Là je pense que Lukaku il va partir, il arrive en fin de contrat, il va certainement partir. Voilà, il suffit qu'il y ait lui et Martinez qui partent. Martinez il vient de re-signer un contrat. Ouais, il vient de re-signer un contrat, mais tu sais que dans le football ça peut aller vite. Hein. Bien sûr. Lukaku c'est dans son intérêt de rester aussi à l'Inter parce qu'il a trouvé un système de jeu parfait. Il a trouvé un championnat où il s'exprime. Le coach il lui donne la confiance à 100%. Pour moi, si je suis Lukaku, je reste à l'Inter. Je suis d'accord. Il va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine parce que je pense qu'ils vont être champions vu comme c'est parti. Donc il veut juste faire un peu monter la sauce au niveau salarial. Il a raison. C'est de bonne guerre. Il a raison. Allez messieurs, on va arriver à votre rubrique préférée, hein, le coup de cœur, j'aime bien. Le coup de gueule, voilà, de nos invités d'aujourd'hui. On commence par Yacine. Vous voulez commencer par un coup de cœur ou un coup de gueule? Alors moi je vais commencer par un coup de cœur. Coup de cœur Yacine. Effectivement, le coup de cœur c'est parce que c'est un joueur qu'on a tellement dénigré dans sa carrière, mais quand on va faire le bilan de sa carrière, on va commencer à se regarder, à se dire ah ouais quand même c'est quand même une légende. Je vais parler de Karim Benzema, parce que il est maintenant 5e meilleur buteur de la Ligue des Champions, derrière les deux légendes, derrière 70 buts. Tout à fait, 70 buts, Raoul 4e à 71 et Lewandowski 72. Donc il va falloir se poser un jour, faire le bilan de sa carrière et se dire quand même que c'est un monstre, que c'est un joueur qui a marqué l'histoire de football et qui, ça fait quand même 10 ans qu'il est top 3 des meilleurs attaquants au monde. Donc je veux le souligner, je vais en parler parce que j'entends souvent oui mais il est pas en équipe de France, mais il a pas prouvé, etc. Il a prouvé qu'au Real, non, on peut pas parler d'un mec qui a 4 Ligues des Champions. Et puis c'est un cadre au Real. Exactement, et c'est un cadre au Real.
Et c'est un joueur qui a fait briller Cristiano Ronaldo à un moment donné et qui s'est mis au service du collectif pour justement être performant avec son équipe. Donc voilà, ça c'était mon coup de cœur. Alors Walter Ferdy qui nous relance et il n'a pas tort. Les poules, c'est pas un quart de finale, la motivation ne sera pas la même. Tout le monde disait que la Juve allait les manger, on sait ce qui s'est passé. Oui, vous n'avez pas tort, mon cher Walter Ferdy. Alors Morgan, votre coup de cœur. Moi j'en ai deux, rapidement. Bah, j'ai apprécié de voir ce magnifique but de Lamela. Ça, voilà, il a tenté l'aventure, c'est rentré. Après il se fait expulser, c'est dommage, il joue pas beaucoup et là il a voilà. Match, hein. Après je voulais parler aussi d'un autre joueur qui est anciennement du Real, c'est Navas. Je crois que beaucoup ont oublié, il est arrivé pour 15 millions d'euros au PSG, c'est rien. Est-ce que, pour revenir sur Navas, après je vous laisse, est-ce que finalement quand on regarde le PSG Air Qatari, rapport qualité-prix, est-ce que c'est pas la meilleure recrue si, de ce PSG? Si. Et en fait, je pense que beaucoup, parce qu'il vient du Costa Rica, beaucoup oublient les choses et se disent ouais, lui, voilà, c'est Navas, il va finir sa carrière. Il faut pas oublier tout ce qu'il a gagné au Real. Il a un palmarès monstrueux pour un joueur de cette nationalité-là. Je suis désolé, hein, même si Dembélé a manqué des occasions, il faut quand même les arrêter. Moi, je suis pas gardien, ça se trouve, j'en prends 4, j'en sais rien. Le péno, il sort. Hier, il en sort encore un. Hier, il en sort un. Donc, je pense qu'il faut pas oublier que Navas, et comme vous l'avez dit assez justement, aujourd'hui, sur les derniers gardiens des dernières générations, les Trapp, les Sirigu, et j'en passe, aujourd'hui, personne a fait ça. C'est le meilleur gardien de l'Air Qatari. Je pense que s'il reste encore quelques années, il sera le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et au niveau pourcentage d'arrêt, c'est le meilleur gardien aujourd'hui. Donc même je pense que de clean sheet aussi. Ouais, il est omniprésent. Finalement au PSG, les gens qui ont coûté moins cher, c'est les meilleurs. Mais ce que j'ai bien Bernat par exemple, il n'a pas coûté beaucoup d'argent. Même Florenzi. Ouais. Et aujourd'hui, ce que j'aime bien chez ce gars-là, c'est il est humble. Là, il dédie le but à Sergio Rico. Et en plus, il parle d'un joueur comme Maignan. Je sais pas si tu en as entendu parler. Oui, il dit aujourd'hui, pour moi, dans le championnat de France, le meilleur gardien, c'est pas moi, c'est Maignan. Donc, Maignan qui a été formé au PSG, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que ce gars, il est humble, il travaille, il est là, et on voit qu'il a la joie d'être là. Il prend du plaisir. Il fait des arrêts. Ouais. Et je pense que le PSG, les gars qui sont en défense, et même les attaquants, ils devraient prendre de la graine et avoir. Mais ils sont rassurés quand tu as un gardien comme ça derrière toi, tu ne peux être que rassuré. C'est sûr. Kimpembe, il se dit même si je fais une erreur, t'inquiète, il y a Keylor derrière. Mais voilà, il faut en parler parce que les gardiens sont souvent oubliés. Donc voilà. Kimpembe Diallo, un jour, il va falloir qu'on en parle de cette concurrence. Quand tu veux, Malik. Parce que Kimpembe, il a pris un peu le boulard. Bon, ce n'est que mon avis. On en reparlera. Allez, Yacine, votre coup de gueule. Ouais, mon coup de gueule, mais c'est sous forme de coup de cœur. Je vais le transposer comme ça. C'est ce qu'a fait Wilfried Zaha. Qui est pour moi le geste le plus noble du week-end parce que il a expliqué. En fait, il y a une tradition, pour l'expliquer à ceux qui nous écoutent, il y a une tradition qui fait que en première ligue, sur chaque match, on s'agenouille pour en référence à George Floyd et ce qu'il a subi, et voilà, paix à son âme. Et Wilfried Zaha a dit que c'est devenu tellement banal que ça n'a plus la même signification. Exactement. Et pour lui, c'est pas une façon logique de combattre le racisme. Il y a d'autres façons de le faire. Et il est resté debout. Il s'est pas agenouillé. Et j'ai trouvé une image tellement forte que franchement, j'ai même retweeté et tout sur cette réaction-là. C'est un truc que je fais très rarement, mais je trouve qu'il les a portés pour rester poli. Et je pense que c'est tout à fait noble de sa part d'avoir fait ce geste-là. Morgan. Moi, je vais parler du football féminin, la D2 féminine qui s'arrête. Moi, je comprends pas aujourd'hui. Moi, là, j'affectionne énormément le football féminin. Ça fait des années maintenant que je suis coach féminin. Quand je vois comment travaillent les clubs de D2 féminines, qui sont aujourd'hui perfectionnés comme des clubs pro, avec des salles de muscu, des staffs étoffés, etc. Je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui on les empêche de travailler, parce qu'aujourd'hui on a des filles sous contrat aussi, même si elles sont peu, parce que c'est pas professionnel. Mais c'est pas normal qu'on laisse les deux autres divisions garçons s'exprimer, parce qu'il y a des clubs de national, vous m'excuserez, qui sont moins équipés que des clubs de D2 féminines. Je dirais pas de nom ici, mais on dit rien, c'est mieux. Ouais, ne tuez pas des ennemis. Sur Flyweb, on dit tout. Donc mais voilà. Aujourd'hui, on les empêche de travailler. C'est pour moi, il n'y a pas de poids de mesure. Il faut respecter tout le monde. Et ces filles, elles ont besoin de s'exprimer. Il y a peut-être des futures grandes. Faut pas oublier qu'il y a des clubs. Je vais parler
Voilà, parce que c'est un club que j'affectionne, l'US Orléans, qui l'année dernière a sorti des filles championnes d'Europe U20, qui jouent aujourd'hui en D1. Aujourd'hui, peut-être dans ce club-là, il y a des très très bonnes joueuses qui auraient pu aussi s'exprimer cette année et être opérées dans des clubs de D1 pour pouvoir prendre leur envol. Aujourd'hui, même dans d'autres clubs, aujourd'hui on bloque tout le monde. Et le foot féminin en général est un peu décrié par rapport à ça ces derniers temps. Et je trouve qu'il faut quand même remettre un peu d'équité. Donc voilà, parce que les garçons en national, c'est le même niveau que la D2 féminine si on voit les conditions de travail. Donc voilà, donc il faut aussi un moment que la Fédération française se pose les bonnes questions. Et je fais aussi une petite dédicace à notre ami Salif Soumaré qui lui devait reprendre au mois de mars. Ils étaient prêts à tout faire. Et puis au dernier moment, on leur dit bah non les gars, vous reprenez pas. Donc il faut un moment que notre ministre des Sports prenne des décisions qui sont voilà, il faut pas nous dire vous reprenez ce week-end et puis le vendredi. De toute façon, c'est ce que elle est sous tutelle maintenant. Ouais, exactement. Après, c'est ce que je dis tout le temps. Là, de toute façon, l'éducation nationale maintenant. De toute façon, le football amateur, ça a été détruit. Moi, j'ai des générations de joueurs. La génération 2003, qui est pour moi une des plus talentueuses que j'ai vues en Ile-de-France, elle est complètement détruite. Le fait d'avoir arrêté comme ça les compétitions, pour moi, c'est n'importe quoi. Et puis nous, l'année prochaine, en tant qu'éducateur, on sait même pas qui on aura, parce que ça se trouve il y en a plein qui vont arrêter, ils ont été dégoûtés de cette année, c'est ça, mais dans tous les sports, notamment les sports en salle, Magic, le basket, le handball, je parle du sport amateur en général, ça se trouve l'année... Personnellement, j'ai mon fils qui a loupé plein d'opportunités, tu vois. C'est un 2003, justement. Voilà, et puis c'est des années charnières, 2003 c'est des années charnières, même pour moi les féminines, c'est des années charnières. Aujourd'hui, si tu perces pas là, c'est compliqué pour la suite. Tout à fait. On va finir avec notre ami Walter, qu'on remercie de nous suivre et de poser des questions, qui nous dit Navas est le meilleur gardien en Europe, voire du monde, avec un mental de dingue. Walter, tu veux débattre avec nous, c'est ça le problème. Mais en fait, on va l'inviter, un de ces quatre, s'il est pas loin. Faut pas que tu oublies un truc, Walter, et je te parle à toi directement. C'est que tu oublies un gardien qui s'appelle Manuel Neuer. Tu oublies un gardien qui a gagné avec des champions, qui a un palmarès long comme le bras, et tu peux pas occulter le fait qu'il est ultra performant et qu'il a un mental de dingue, et qu'il l'a prouvé dans les plus grands matchs. Donc je t'invite à réviser ton jugement, même si Navas est dans un top 3, et je suis d'accord avec toi que c'est un excellent gardien. Top 3 mondial, c'est déjà le haut niveau pour un gardien qui vient de nulle part. Mais moi j'essaye quand même de comprendre son raisonnement. Donc Neuer c'est devenu n'importe qui. Non, je veux savoir. Le Bayern... Walter, réponds-nous, t'inquiète. Ce que je veux dire, je me mets un peu dans la tête de Walter. Le Bayern, même s'ils n'ont pas Neuer, ils peuvent gagner. Alors que Paris, s'ils n'ont pas Navas, ils gagnent pas. Alors tu penses que l'année dernière, sans Neuer, ils gagnent la Ligue des Champions? Ouais, bon, l'année dernière... C'est pour ça, mais ça joue. Oui, mais ça joue. Il est sur des performances quand même qui sont très 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 bonnes depuis des années. Alors que il faudra qu'on fasse une émission sur les gardiens. Aujourd'hui, Navas, c'est vraiment le monsieur plus du... Oui, mais aujourd'hui, et après, oui, c'est vrai que... Du PSG, parce que Sirigu, Trapp, Areola... Oui, mais si on parle de ces gardiens-là, c'est sûr. Ça n'a pas été de vraies réussites, quoi. Et d'aller Poula. Il a dit, il vient pas de nulle part. Le Real, c'est rien. Non, quand je te dis il vient de nulle part, c'est qu'il y a 10 ans, tu connaissais pas Keylor Navas. C'est pour ça que je te dis ça. Il a progressé, il est passé par des clubs intermédiaires, il a fait une grosse Coupe du Monde avec le Costa Rica. La semaine prochaine, Walter, on vous donnera le numéro de téléphone de l'émission. Vous allez intervenir en direct parce que ça nous fait énormément plaisir de vous avoir. Mais Walter, ça se voit que c'est un supporter de Porto. C'est un supporter, je vois. Moi, je suis supporter du Sporting, c'est bon, on fait la guerre. En tout cas, messieurs, voilà, merci pour vos interventions. Vous avez été parfaits. C'est un plaisir en tout cas de vous retrouver dans ce studio, de merci de l'invitation encore une fois. Foot avec vous. Voilà, on va repartir sur de bonnes bases comme on l'avait fait il y a quelques temps. En tout cas, merci à Walter, merci à tous ceux qui ont suivi cette émission sur Facebook Live, pour tous ceux qui l'ont suivi sur Radio Flyweb Tropical. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à Francis qui a réalisé cette émission, Morgane, Yacine, à très très bientôt. Merci, bonne journée à tous.